Bonjour, dans ce module, nous allons découvrir la spirale de la connaissance de Nonaka. Après une rapide présentation de l'auteur, nous verrons la distinction entre les connaissances tacites et explicites qui fondent sa théorie de la création de la connaissance, puis nous décrirons les 4 formes de transformation des connaissances sur lesquelles son modèle s'appuie, et enfin, nous verrons les conséquences pour les dynamiques collectives. Ikujiro Nonaka est un ingénieur de formation puis professeur de management de l'innovation. Et c'est lors d'un séjour de recherche effectué à l'université de Berkeley aux États-Unis qu'il prend conscience d'une différence fondamentale dans la façon dont les entreprises américaines et les entreprises japonaises envisagent l'innovation et même à la base les connaissances. Il constate que la conception de la connaissance est radicalement différente en Orient et en Occident. Partant de la constatation des différences dans les entreprises, il remonte aux fondements philosophiques de la philosophie de la connaissance occidentale, cartésienne, et de la connaissance orientale qu'il compare dans le premier chapitre de son ouvrage. Et il en revient ensuite aux conséquences sur la façon dont les entreprises travaillent. Et il constate que dans les entreprises américaines, tout est écrit, formalisé, procédurisé. En revanche, elles ont plus de mal à transmettre des savoir-faire. C'est le contraire dans les entreprises japonaises où tout repose sur le non-dit, tout est ancré dans la culture, le comportement et l'apprentissage par le faire. Et le compagnonnage. Les entreprises ont plus de mal en revanche à diffuser les pratiques via l'établissement de procédures. Donc il en tire un ouvrage de Knowledge Creating Company qui a bouleversé la façon de considérer la connaissance dans les organisations, aussi bien pour les entreprises japonaises que pour les entreprises occidentales. Ce livre a été traduit en français. Vous trouverez les références à la fin. Alors, au fondement de l'approche de Nonaka sont les connaissances tacites. Pour lui, les connaissances tacites sont au moins aussi importantes que les connaissances explicites. Ce ne sont pas des sous-connaissances. Il part du principe que toutes les connaissances ne sont pas exprimables dans un langage formel. Certaines restent enracinées dans la pratique à un niveau tacite ou inconscient et que nous savons plus que ce que nous pouvons dire. Ces connaissances tacites représentent la part immergée des connaissances et c'est la part la plus importante. Nous savons faire de la bicyclette et nous apprenons à faire de la bicyclette en montant sur une bicyclette lorsqu'on est enfant et on nous pousse, on nous lance, on sent, on expérimente, on tombe quelquefois, mais en tout cas, on apprend à faire de la bicyclette en avançant et en sentant et en développant avec l'aide de quelqu'un qui sait faire de la bicyclette et qui va nous engager à faire les bons mouvements et sans forcément apprendre les théories de la gravité ou de l'énergie cinétique. Les connaissances tacites se transmettent difficilement de façon formelle, mais se transmettent en revanche très simplement par la reproduction de l'expérience. Et en revanche, dans les entreprises, pour pouvoir innover, il faut pouvoir non pas seulement transmettre les connaissances tacites, mais être capable de traduire entre connaissances tacites et connaissances explicites par différentes dynamiques qui vont permettre de conduire à l'innovation. Donc, c'est le principe de cette connaissance organisationnelle créée par une spirale de la connaissance, la traduction de connaissances tacites vers explicites, la socialisation, tacite,
pardon, tacite vers tacite, la socialisation, de tacite vers explicite, l'externalisation, la combinaison, qui est la traduction de connaissances explicites vers explicites, et l'internalisation, qui est le fait de traduire des connaissances explicites en connaissances tacites. La socialisation passe par l'apprentissage en faisant, souvent avec l'aide d'un mentor, et on reste alors souvent dans la reproduction de connaissances, même si on peut les améliorer, on peut les modifier, les adapter, mais ça s'appuie vraiment par la transmission des savoir-faire à partir de la reproduction de ce que fait le maître. Donc, comme par exemple dans le compagnonnage ou dans l'apprentissage. On trouve de toute façon ces connaissances aussi dans d'autres situations de management, mais on reste vraiment là dans l'enracinement par le faire. C'est le mode de transmission de connaissances le plus facile pour les entreprises japonaises. La combinaison, en revanche, c'est un mode de connaissance qui est difficile pour les entreprises japonaises, mais beaucoup plus répandu dans les entreprises occidentales. C'est la transmission de connaissances explicites, donc sans leur transformation. Donc ça se fait à partir de textes, de mémos, de bases de connaissances, donc d'outils qui permettent de créer une mémoire organisationnelle dans laquelle on va pouvoir aller chercher une information qui est utile pour l'action. La troisième forme de transformation repose sur la transformation de connaissances tacites en connaissances explicites, par le partage d'expériences notamment. Et donc là, on est dans un effort de traduction qui est loin d'être simple, qui demande souvent de être capable de réfléchir sur ce que l'on sait faire, de manière à le verbaliser et à l'exprimer d'une manière qui est compréhensible par ses interlocuteurs qui ne sont pas forcément du même métier. Donc, cela demande souvent de mobiliser des métaphores ou des analogies de manière à faire comprendre le petit geste, de faire comprendre des éléments techniques ou issus d'un autre registre de métier. Le dernier mode est l'internalisation, qui demande également une transformation de la connaissance, cette fois-ci de connaissance explicite à connaissance tacite. Donc on va enraciner une connaissance verbalisée dans l'action, dans le faire, et la rendre tacite, c'est-à-dire non verbalisée, directement actionnable. Donc ça demande là aussi un effort, notamment de mise en pratique, qui passe souvent par l'expérimentation ou lorsqu'on est dans le cadre de formation actionnable, dans lequel on traduit immédiatement la connaissance explicite en action. Dans ses ouvrages, Nonaka détaille des exemples sur les 4 modes de connaissance, mais aussi la façon dont cette spirale de connaissance, ou le modèle CECI, se coordonne de façon à pouvoir mener jusqu'à une innovation. Il donne notamment l'exemple d'une société japonaise dont les services de recherche et développement n'arrivaient pas à développer une machine à faire le pain de bonne qualité. Donc, ils ont pris la décision d'envoyer un de leurs ingénieurs assez haut placé pour
essayer de comprendre ce qui faisait un bon pain. Donc, cet ingénieur a passé plusieurs mois à travailler, chez un, des meilleurs boulangers de Tokyo, de façon à apprendre le geste, à apprendre ce qui faisait, le bon pain, la bonne levure, la température, l'humidité, tous ces aspects, et il a découvert notamment, qu'il était extrêmement important d'avoir un geste qui était en 3 dimensions dans le pétrissage de la pâte et pas uniquement de mélanger, hein, en 2 dimensions. Donc il y avait une force à exercer, lorsqu'on pétrit la pâte. Donc il a d'abord appris à faire le pain en reproduisant et en acquérant les bases, du savoir-faire de boulangerie, mais il a été ensuite capable, en échangeant avec, ses confrères, ingénieurs, de traduire, ces éléments en éléments plus techniques fondés sur, Heu, voilà, l'humidité, des dimensions techniques de manière à pouvoir définir les caractéristiques que devrait avoir la machine. Puis là-dessus, les différentes, équipes ont, heu, ont travaillé de leur côté, pour pouvoir, donc diffuser ces cahiers des charges, faire des recherches pour, identifier la façon de développer un bras articulé, qui, puissent pétrir avec, différents modes rotatifs, qui puissent, maintenir, une certaine humidité dans la cuve, qui puissent, programmer un temps de repos pour la pâte, voilà. Donc un travail ensuite d'explicitation à explicite, donc de combinaison, hein, autour des équipes, et enfin donc, des essais, du prototypage, d'utilisation, et de développement de plusieurs, machines, de façon à pouvoir, donc, développer, et être capable de faire un pain dans une machine, dans un prototype, qui soit de bonne qualité. Et c'est par le fait de passer par ces différentes étapes, que l'entreprise est capable d'innover. Alors, quelles sont les conséquences pour les dynamiques collectives? Le, modèle de Nonaka s'appuie vraiment sur le fait que l'apprentissage, c'est le moteur de l'innovation. Heu, Si l'on veut, innover, il faut être capable d'apprendre, et d'apprendre collectivement, chacun apportant ses propres, connaissances. Donc, le passage, heu, par les différentes étapes du modèle CECI va permettre de capitaliser sur les différentes formes de connaissances que chacun peut apporter. Apprendre, c'est diffuser des connaissances et les transformer. La transformation, est difficile pour, l'externalisation et l'internalisation. Ces phases sont nécessaires, mais sont souvent assez complexes à mener et ont besoin d'être, accompagnées. Elles ne sont pas, nécessairement intuitives, donc il va falloir les provoquer en favorisant des réflexions et en donnant des temps de réflexion, en donnant le temps, de trouver les bonnes métaphores, les bonnes analogies, donc en laissant ce temps, de maturation, et puis en multipliant les formes de communication, en créant une redondance en fait dans les modes de communication, de façon à pouvoir mieux, diffuser, les connaissances, et puis ça passe aussi par des phases d'expérimentation. Donc, différents éléments qui vont constituer ce que Nonaka appelle le chaos créatif. Heu, donc là, on est dans un type de modèle de création des connaissances pour lequel l'apprentissage prend du temps, et est une démarche, volontariste. Heu, il peut y avoir des phases où on peut arriver à des hasards heureux,
mais ces hasards, heureux, en fait, prennent place dans, des cadres où on a permis, une forme de flânerie, de recherche intellectuelle qui conduit, à, une transformation de connaissances. Donc pour aller plus loin, je vous recommande les ouvrages de Nonaka et aussi, une synthèse, écrite par, Pascal Lièvre et ses collègues, qui est à disposition sur le site du cours. Je vous invite maintenant à remplir le formulaire de débriefing.